Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu, le report de la zone basse émission qui permet aux véhicules les plus polluants de continuer à rouler en région bruxelloise jusqu'en 2027. Ce report met-il en danger le droit à la protection de la santé et de l'environnement? C'est la question qui a été posée par le Conseil d'État qui a remis un avis plutôt critique sur le sujet et cela relance le débat sur la mesure. On va y consacrer notre émission ce soir avec nos invités. Avec, vous le voyez, un petit changement de décor exceptionnel ce soir. Je vais vous présenter mes invités tout de suite, en commençant par vous, Aurélie Tchekalski. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée bruxelloise MR. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Calvin Soares-Enjal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député bruxellois écolo. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, avant d'entamer le débat, si vous le voulez bien, je vous propose de revenir un moment sur cet avis du Conseil d'État. La semaine passée, il a mis en garde le Parlement sur les risques juridiques liés au report de la dernière phase de la zone basse émission. On voit ça tout de suite dans ce reportage. C'est un sérieux avertissement que donne le Conseil d'État suite à la modification de la LEES. Elle permet aux véhicules les plus polluants, les diesels Euro 5 et essence Euro 2, de continuer à rouler jusqu'en 2027 au lieu de 2025. Et dans son avis, l'institution souligne les conséquences que cela pourrait avoir sur la santé. En retardant l'entrée en vigueur de la prochaine phase de la zone de basse émission, l'ordonnance fait reculer la protection du droit à la santé et du droit à un environnement sain. Or, dit le Conseil d'État, l'article 23 de la Constitution inclut le droit à la protection de la santé et contient une obligation de statu quo qui ne permet pas de la réduire. En conséquence, il invite le Parlement bruxellois à donner plus de précision sur cette question. Il est donc recommandé de justifier non seulement le report de la phase prévue, mais aussi d'expliquer comment les progrès en matière de qualité de l'air et de réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent encore être réalisés grâce à d'autres mesures. Cet avis ouvre la porte à des recours juridiques. Les associations environnementales ne s'en priveront sans doute pas. Voilà, Aurélie Tchekalski, première question pour vous. Alors, le Conseil d'État met en garde donc la région bruxelloise. Selon vous, est-ce qu'il risque d'y avoir un recul pour la protection de la santé par rapport au report de la LEES ? Non, pas du tout. Et je tiens à préciser qu'en octobre dernier, nous avions déposé avec d'autres partis politiques un premier texte. Et afin d'assurer une sécurité juridique, un texte modifiant ce premier texte a été déposé et discuté en commission en février dernier. Et donc ce second texte ne comportait pas les justifications qui étaient demandées par le Conseil d'État ici par rapport au second texte, par rapport aux aspects liés à la santé. Et c'est vrai, le Conseil d'État a quelques demandes, rappelant que le niveau de protection à l'égard des citoyens ne peut être diminué. Oui, alors mais c'était dans le premier texte initial. Et donc, ce mercredi, en commission environnement, les différents collègues signataires de la proposition d'ordonnance ont expliqué en quoi ce n'était pas problématique, ont justifié et ont déposé un amendement pour répondre à cette demande. Pour ne pas rentrer dans le juridique, pourquoi, selon vous, ce n'est pas problématique? Pourquoi le droit à la santé est garanti? Essayons d'être clairs pour que le téléspectateur comprenne. Oui, tout à fait. Donc, il ne faut pas opposer les aspects santé, socio-économiques. Donc, bien entendu que l'amélioration de la qualité de l'air reste et est une priorité pour notre groupe. Nous ne remettons pas en cause le principe de la zone de basse émission. Ce qu'on a juste voulu ici, avec ce texte, c'est laisser un peu de temps aux gens pour s'adapter à ce nouveau jalon et reporter de 2025 à 2027 une prochaine échéance de la zone de basse émission. Les autres échéances restent toujours d'actualité. On a estimé que l'impact était très faible de cette nouvelle interdiction de 2025, donc c'est pour ça qu'on l'a reporté, et on a estimé que le nombre de véhicules qui restaient encore en circulation, eh bien c'était pour des personnes qui n'avaient pas d'autre moyen que de bénéficier de ce véhicule et qui n'ont pas les possibilités financières d'acheter un nouveau véhicule, qui l'utilisent peut-être moins, juste le week-end pour véhiculer les enfants à un match de foot en dehors de la région bruxelloise. On y viendra sur cet aspect de mesures sociales, c'est ce que vous défendez, mais voilà ce qui est dit par les signataires de cette ordonnance, c'est que on respecte les normes européennes, Calvin Soares, et qu'il n'y a pas péril en la demeure.
Écoutez, les libéraux nous ont dit qu'ils allaient gouverner comme des ingénieurs. Aujourd'hui, ce texte montre qu'ils vont gouverner comme des amateurs. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que c'est la 3e fois que nous examinons ce texte. Et nous avons toujours dit que ce texte a été conçu en très grande précipitation. Il n'y a pas eu de consultation, il n'y a pas eu de discussion. La formatrice de l'époque, Elke van den Brandt, avait demandé une discussion pour trouver un accord, un consensus, pour qu'on se mette toutes et tous d'accord sur ce texte. Eh bien, première erreur, on s'est trompé dans le type de véhicule. Et deuxièmement, le ministre Alain Marron avait pointé déjà le risque juridique qui existait. Le MR, le PS et les engagés mettent en danger la santé des Bruxelloises et des Bruxellois. Mais quand ils vous répondent, on va de toute façon respecter les normes européennes, on est dans les clous. Non. Vous dites quoi? Ce que nous disons, c'est que en réalité, aujourd'hui, à Bruxelles, si on respectait cette phase de la LES, on économiserait, selon le rapport Vito de Bruxelles Environnement, entre 100 millions, c'est la fourchette la plus basse, et 350 millions d'euros en termes de dépenses de santé. C'est dans un rapport de Bruxelles Environnement. Parce que Bruxelles Environnement ne prend pas en compte le maintien des autres jalons. Je termine en disant, concernant les jalons, pour nous, on veut tuer la LES. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis tout simplement parce que si vous reportez, il y a 4 phases. Donc, à partir de maintenant, 2025, 2028, 2030 et 2035. Si vous reportez 2025 à 2027, c'est-à-dire que vous concentrez tout sur 3 ans. Donc 2027, 2028, donc c'est-à-dire potentiellement, selon Bruxelles Environnement, plus de 100 000 véhicules qui vont être exclus. Et en 2028, on sera à la veille des élections. Comme on était à la veille des élections communales, on s'est précipité. Pour gagner les élections, on a fait cette mesure. En 2028, qui du MR, du PS et des engagés osera exclure 100 000 véhicules de la circulation? Alors, réponse, Aurélie Tchegalski, on veut tuer la LES, dit Calvin Soares. On veut aussi tuer la région bruxelloise, parce qu'on se rend compte que ce que le parti écolo souhaite, c'est une région sans voiture. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Il faut parler des alternatives. Ça va de pair avec le déploiement de cette zone de basse émission. Les alternatives, qu'est-ce que c'est? C'est des transports en commun qui soient rapides, sûrs, efficaces à tous les coins de la région bruxelloise. Ce sont des bornes de recharge pour les véhicules électriques. C'est investir aussi dans les charrois, les véhicules de notre région, les véhicules de Bruxelles Propreté, pour qu'ils soient en phase avec cette transition énergétique. C'est tout ça va de pair, et ça doit être dans un cadre global que tout doit être vu. Ici, on s'est rendu compte que l'impact serait significatif, serait très réduit, si on mettait en place cette interdiction en 2025. Nous, ce qu'on a entendu au soir des élections, et d'autres partis politiques, tout comme le groupe PS ou les engagés, c'est qu'il y avait un signal des électeurs en disant « Attention, on étouffe, on a subi plusieurs crises les unes à la suite des autres, la crise Covid, la crise des prix de l'énergie, on n'a pas les moyens de se passer de notre véhicule. » Pensez aux petits indépendants, on a beaucoup d'entreprises actives dans la rénovation du bâtiment qui sont basées en dehors de la région bruxelloise. Comment est-ce qu'on fait pour venir réparer les bâtiments ici? C'est présenté par les signataires en disant « Ce report, pour nous, c'est une mesure d'accompagnement social, il ne s'agit pas d'un recul. » Non, en fait, la pollution est un poison antisocial. Parce que je viens de donner les chiffres. Vous savez, en Belgique, si on améliore la qualité de l'air, donc c'est 220 000 consultations médicales. Et donc une économie de 43 millions d'euros. En réalité, aujourd'hui, le problème de l'asthme explose chez les enfants. On a des problèmes qui sont liés aux maladies cardiovasculaires qui font que les gens payent. Concernant les mesures sociales, nous sommes tout à fait conscients du problème. Mais nous disons qu'il faut trouver une autre alternative que le report de la LES. Pour nous, on ne doit pas opposer les économies en vies humaines, mais aussi en santé, aux économies sociales. Ce que nous disons, ce que nous avons proposé, ce n'est pas comme si nous n'avions pas proposé une alternative. Nous avions dit, et c'est ce que Elke van den Brandt avait dit, rappelez-vous que si nous sommes bloqués au niveau de la formation du gouvernement aujourd'hui, c'est parce que 3 partis, et les partis néerlandophones l'ont dénoncé d'ailleurs, 3 partis se sont mis de côté, ont décidé à la veille des élections communales de cavaler pour faire un texte
sur le coin d'une table dans le but de gagner les élections communales. Aujourd'hui, ça leur revient en pleine figure. Ce que nous disons au niveau des mesures sociales, c'est qu'on peut renforcer les mesures sociales. Certaines mesures sociales ont déjà été prises, comme les primes bruxellaires, la prime LES. On a investi dans les transports en commun, massivement. Ouais. Alors, on va laisser répondre Aurélie Tchegalski. D'abord, sur ce risque pour la santé qui est à nouveau pointé du doigt par Écolo en disant il y a l'asthme, il y a toutes les maladies respiratoires qui vont augmenter à cause du report de la phase. Mais Écolo brandit des arguments d'autorité en disant le professeur ceci, le professeur a dit ceci, le professeur a dit cela. Non, ça suffit. À un moment donné, si on enlève les voitures à certains ménages, on va peut-être au contraire aggraver leur situation personnelle et les empêcher d'aller à leur petit travail le matin parce qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre les transports en commun à 4 heures du matin parce qu'il n'y en a pas. Et donc voilà, ça aussi c'est peut-être une spirale infernale que nous ne voulons pas. On ne dit pas qu'on va reporter les prochains jalons, ils restent d'actualité, 2028, 2030 et 2036. Mais ça doit se faire main dans la main. Et on ne pense toujours qu'au prisme de la mobilité, mais n'oublions pas que le bâti est responsable de 60% des émissions de CO2 en région bruxelloise. Et quel est le bilan du ministre Alain Marron en la matière? Il a un bilan. Le bâti est le domaine dans lequel on a le plus progressé en matière de réduction de gaz à effet de serre. 40%. C'est au niveau des voitures et au niveau thermique qu'on a des problèmes. Et j'aimerais dire que je ne veux pas qu'on laisse dire que nous n'avons pas fait des propositions sociales. Par exemple, lorsque nous avons eu le débat la première fois, nous avons soutenu l'amendement qui exemptait les statuts BIM, tous ceux qui sont dans des difficultés sociales. Il y a plein d'exemptions. Aujourd'hui, il faut aller voir le site de la LES. Par exemple, les personnes à mobilité réduite sont exemptées. Nous voulions exempter les statuts BIM. C'est énormément de personnes. Mais question, Calvin Soares, est-ce que ça suffisait quand on a voté la LES, il n'y avait pas eu les crises Covid, la crise énergétique. Aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'il ne fallait pas une mesure urgente en plus pour finalement permettre aux ménages d'éviter de devoir acheter un nouveau véhicule? Pour nous, le choix qu'on laisse aux ménages, c'est de choisir entre la peste et le choléra. C'est-à-dire que, ou alors vous êtes pollué et vous dépensez en matière de santé énormément, ou alors vous avez des difficultés au niveau social, et donc vous n'aurez plus assez de rentrée financière. Ce que nous disons, c'est qu'on peut essayer d'allier les deux. De trouver deux solutions qui s'allient. La première chose, c'est en ne reportant pas la LES, on préserve la santé des Bruxelloises et des Bruxellois. Et de l'autre côté, on renforce les mesures sociales. Je parlais tout à l'heure des statuts BIM, on les aurait exemptés. Ouais. Alors, réponse par rapport à ça. Est-ce qu'il fallait vraiment passer par ce report, selon vous, ou est-ce que des mesures sociales supplémentaires, comme le dit Écolo, auraient pu suffire? Il faut pouvoir entendre les signaux envoyés par les électeurs qui n'ont plus les moyens de payer les factures à la fin du mois. Je ne cesse de le répéter. Par ailleurs, la Flandre, la Wallonie, la ministre Tellier, Écolo ont adapté le calendrier des zones de baisse émissions dans leur propre région. On n'est pas dans les mêmes dimensions. Bruxelles n'est pas une île. Il ne faut pas croire que la frontière, elle s'arrête aux portes de la région bruxelloise. La Belgique, nos régions sont comme dans une cuvette. On récolte aussi la pollution de pays voisins, l'Allemagne, la Pologne. Il faut arrêter d'être naïf en la matière et ce n'est pas ce report de jalons qui va changer quelque chose. C'est très peu significatif en la matière. Sur cette question qui est soulevée par le MR, quand Aurélie Tchegalski vous dit mais ce report finalement il va avoir des effets minimes sur les émissions de gaz à effet de serre et de particules fines. Non, ce n'est pas vrai. Même le Conseil d'État a dit. Non, en matière... Le Conseil d'État a écrit noir sur blanc que cette mesure est une régression en matière environnementale et en matière de santé. Mais on vient de le montrer dans le reportage. Il a écrit noir sur blanc. Oui. Et sur l'effet minime... Et le Conseil d'État demande qu'on décrive, ce qu'ils ne font d'ailleurs pas. C'est pour ça que nous disons que ce texte est juridiquement faible. Et s'il est attaqué, il sera cassé. Et ici, je pointe la question de l'incertitude. Aujourd'hui, on plonge les Bruxelloises et les Bruxellois dans l'incertitude. Il n'y a pas d'incertitude. Aujourd'hui, celles et ceux qui ont des voitures qui seront exemptés ne sauront pas, lorsque le texte sera attaqué, s'ils pourront continuer à rouler avec leur voiture ou pas. Et c'est pour ça que je parlais d'amateurisme au début. Et en réalité, concernant nous ne pensons pas que c'est minime.
il y a des conséquences en matière de santé. Ouais. Je viens de les rappeler. Alors hier, oui, on a bien compris. Alors hier en commission, ça a été voté, hein, donc ça a été voté, donc le texte a été voté. Il sera sans doute voté en plénière. Pour vous, il n'y a pas de risque juridique, Aurélie Tchekalski, qu'il y ait un recours d'association qui arrive finalement à ce que cette ordonnance soit invalidée? La proposition qui avait été votée fin septembre, début octobre 2024. Suite à cela, les collègues ont redéposé un nouveau texte pour justement répondre à cette insécurité juridique. Alors, on n'en a pas parlé ici autour de ce plateau, mais moi je dénonce aussi l'emprise du ministre Alain Marron en la matière dans ce dossier. Tout d'un coup, pendant nos débats mi-février en commission sur le nouveau projet déposé par mes collègues, tout d'un coup, on reçoit un mail, mais pendant les débats, à 11h du matin, du ministre disant « il faut saisir le Conseil d'État ». Le bureau du Parlement se réunissait sur le temps. Il a eu raison, mais vous n'avez pas étudié. Il a eu raison. Il peut le faire, en effet, ça c'est correct. C'est correct. Mais je dénonce quand même le petit jeu qu'il a joué derrière et a demandé la vérité à ses droits. Si c'est un petit jeu. Parce que le Parlement. Mais aujourd'hui, on voit l'avis du Conseil d'État. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. On va laisser terminer Aurélie Tchekalski. Le ministre nous demande de saisir le Conseil d'État. Ce que le Parlement bruxellois fait immédiatement. Vous étiez d'ailleurs présent au bureau élargi ce midi-là. On saisit le Conseil d'État dans l'urgence. Le lendemain, le ministre renvoie un message en disant « Écoutez, après analyse, c'est à moi à saisir le Conseil d'État. Je vais le saisir, mais dans les 30 jours. » On reçoit l'avis du Conseil d'État, le premier avis sur l'avis demandé par le Parlement bruxellois, le 28 février, qui est tout de suite transféré aux parlementaires en toute transparence, afin qu'ils en prennent connaissance. L'avis demandé par le ministre Alain Marron, on l'a reçu quand? On l'a reçu mardi, la veille de la commission à 16h30. Alors, et en comparant les deux textes, ce sont les mêmes textes avec des numéros différents qui ont été reçus le même jour, le 28 février. Il y a un drôle de jeu qui est fait par le... Dans la cuisine parlementaire, mais on parle d'instrumentalisation par le ministre Alain Marron. Ce sont des arguties qui visent à noyer le poisson. Vous avez eu connaissance des courriers, vous venez de me dire de ne pas vous interrompre. En réalité, le ministre a voulu donner une stabilité juridique au texte. C'est-à-dire, le ministre l'a dit, il ne conteste pas la légitimité du Parlement à voter un texte. Mais en tant que ministre, il doit s'assurer que ce qu'il doit exécuter en tant que ministre ne risque pas d'être cassé. Et donc, le règlement lui donne cette prérogative. Et pour vous, ce risque existe, ça, on l'a bien compris. C'était l'objet de votre question. Oui, alors justement, et donc, j'y réponds. Ce risque existe dans la mesure où nous sommes en contact avec plusieurs associations. D'ailleurs, ce sont les associations qui ont les premiers... Ça veut dire que vous pilotez les associations. Mais Madame Tchekalski, si vous voulez qu'on joue au jeu de l'interruption, je suis très fort là-dedans. Juste une question, on vous a compris, vous craignez que ce texte soit cassé. Je voudrais juste donner la parole à Aurélie Tchekalski là-dessus. Est-ce que le texte est faible juridiquement? Non, il n'est pas faible juridiquement. C'est pour cette raison que mes collègues ont déposé un texte adapté il y a quelques semaines, qui a été débattu en commission cette semaine, en commission environnement, qui répond aussi à une des demandes concernant la sécurité juridique, la demande faite par le Conseil d'État. Il y a eu un amendement qui a été déposé en commission cette semaine, qui a été voté pour répondre à cette demande-là et qu'il n'y ait pas de flou par rapport aux véhicules qui peuvent circuler au sein de la zone de basse émission. Voilà. Et là, ce que je constate juste, c'est qu'il y a un jeu fait par Écolo, en particulier, activant certaines peut-être associations, je n'en sais rien. Mais c'est une accusation qui est très grave. Les associations apprécieront. Si les associations souhaitent déposer un recours, elles sont libres de le faire. Alors on va vous laisser répondre. Est-ce que vous tirez les ficelles des associations pour leur dire allez-y maintenant, déposez un recours contre ce texte? Je trouve que c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on infantilise ici les associations en disant qu'elles ne sont pas assez outillées pour analyser un texte. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que vous induisez. Et j'aimerais dire que l'expérience fait la différence. Vous savez, lors la première version du texte, on nous a dit il est solide juridiquement. Ce sont les associations elles-mêmes qui nous ont alertés et qui ont dit mais est-ce que vous vous rendez compte que les véhicules dont on parle dans le texte, ce ne sont pas celles qui sont concernées? Donc on nous avait déjà servi l'argument de la solidité juridique. On voit que là déjà il y avait un problème. Deuxièmement,
le ministre a posé la question au Parlement, on lui a presque ri au nez sur les risques juridiques en matière de standstill, c'est-à-dire le refus par la Constitution de régression environnementale et de santé. Ouais. Le Conseil d'État vient de donner son avis. Le Conseil d'État... Moi, je dis ceci. En fait, aux Bruxellois... Le Conseil d'État demande de justifier... Oui, mais ils ne le font pas. Et Aurélie Cicalski dit que le Parlement l'a fait, que c'est fait dans le nouveau texte. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Conseil d'État dit ceci. Vous devez décrire l'étendue de la régression environnementale. Ils sont venus avec un catalogue et ils ne disent pas quelle est l'étendue et pourquoi ce qui est cité répond à la régression. Alors, votre réponse, Aurélie Cicalski. Mais les justifications, donc dans un texte, dans une proposition d'ordonnance, vous avez les développements et vous avez les articles. Voilà. Dans les développements, il y a toute une mise en contexte qui était déjà faite dans le premier texte. Et le Conseil d'État dit justement qu'il a été saisi sur le second texte déposé, qui a été débattu ce mercredi. Voilà, il n'a pas analysé le premier texte, puisque jamais personne n'a saisi le Conseil d'État fin septembre, octobre dernier, pendant toute la procédure. Il y avait une possibilité de le faire. Personne ne l'a fait. Personne. Aucun groupe politique, en ce compris le groupe écolo qui avait la possibilité, même en séance plénière à monter, de lever la main et de dire on demande la saisie du Conseil d'État. Ils ne l'ont pas fait. Et là, on redépose un nouveau texte. Et là, le ministre, tout d'un coup, stop, j'arrête la procédure. Et vous savez ce qu'il a fait en plus? Il a redemandé une seconde lecture avec un deuxième vote en commission. C'est la troisième fois dans l'histoire du Parlement bruxellois que ça se fait. C'est quand même assez rare. Moi, j'ai étudié les sciences politiques et j'ai étudié aussi l'indépendance des pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et c'est important de respecter cette indépendance dans l'exercice des contre-pouvoirs. Mais Monsieur Peuzès, les Bruxelloises et les Bruxellois qui nous écoutent savent que dans le travail d'un député, il y a les contacts avec les associations. C'est très clair. Et nous avons eu des contacts, y compris avec des associations qui nous alertaient sur les mesures sociales. Et je veux dire ceci. Lorsque nous contactons des associations, et ces associations nous disent, en fait, puisque nous savions qu'il y avait une erreur dans le texte, nous attendions que le texte soit voté définitivement. Donc les associations ou des partis ne vont pas partir bille en tête alors que le texte n'est pas voté définitivement. Donc il y a ceci. Ouais. Il y a ceci. Aujourd'hui, je dis aux Bruxelloises et aux Bruxellois, vous n'êtes pas certains que les voitures qui sont exemptées seront véritablement exemptées à partir du moment où ce texte peut être attaqué. Nous avons fait une proposition. Et j'espère que cette proposition sera entendue d'ici la plénière. Nous avons dit, comme Elke van den Brandt, discutons, ne serait-ce que quelques jours. Si, en octobre, on avait pris le temps de discuter une semaine, 2 semaines, cela n'aurait pas remis en cause la mise en œuvre d'une mesure qui entrerait en vigueur pour janvier. Et au lieu de se précipiter, et je le dis de manière constructive, au lieu de se précipiter et de vouloir courir pour mettre en danger ce texte de manière juridique, nous proposons de discuter des renforcements, des mesures de renforcement social pour préserver cette phase de la lèse et répondre aussi à cette préoccupation légitime. Votre réponse, est-ce que vous dites banco pour ça ou vous dites non, de toute façon, le texte sera voté en plénière? Le texte sera voté en plénière parce qu'il faut une clarté juridique, une stabilité juridique. L'échéance de 2025 à 2027, c'était pour il y a début janvier, donc il y avait vraiment une urgence à légiférer en la matière. C'est clair que si on avait eu un gouvernement de plein exercice, ce dossier relevé d'un gouvernement de plein exercice, il faut être honnête en la matière. Par contre, je voudrais souligner quelque chose. On parle souvent des ménages, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 3000 entreprises qui ont quitté Bruxelles, notamment pour des raisons de mobilité, parce qu'elles ont besoin d'une camionnette pour aller faire des réparations en matière d'électricité, de fuite d'eau et autres, le plombier, l'électricien. Et donc, tous ces petits indépendants, mais investir dans un nouveau véhicule utilitaire, ça leur coûte cher. Et donc, ils ont mis un peu en balance tout et ont quitté Bruxelles, tous ces gens, parce qu'il y a trop de contraintes administratives et réglementaires. Alors, c'est un des reproches qu'on vous a fait hier en commission, c'est que la prime lèse pour indépendants, par exemple, n'a pas du tout eu de succès et que donc c'est une mesure d'accompagnement qui n'a pas fonctionné et que ça justifie finalement la mesure également. Il nous reste moins de 30 secondes, donc une réponse rapide. Je pense qu'aucun politique n'est parfait. C'est pour ça que nous demandons la discussion pour essayer d'améliorer les choses. Mais je constate que
Aujourd'hui, il y a une coalition pollution au sein du Parlement bruxellois. Cette coalition peut s'entendre pour former un gouvernement. Détricoter, et je m'étonne désengagés surtout. Si le PS et le MR sont conservateurs sur cette question, les engagés, je m'étonne qu'ils puissent voter cela. Coalition pollution, votre réponse en moins de 30 secondes. C'est n'importe quoi. La transition énergétique, elle doit être pragmatique et basée sur des mesures incitatives plutôt que punitives. Voilà, on va en rester là, mais j'imagine qu'on en discutera encore lors de la séance plénière du Parlement bruxellois. Merci en tout cas d'avoir ouvert le débat sur le sujet dans Plus d'actu. C'est terminé pour ce soir. Très bonne soirée à tous.